Donc si je présente rapidement les intervenants, il y a donc Laure Bérini, donc, qui a fait sa thèse sur la parité, qui est l'une des auteurs d'un manuel sur les études de genre. Voilà, c'est le... Je fais de la pub, j'en profite, c'est le meilleur manuel sur les études de genre existant, qui aujourd'hui travaille sur une question relativement proche, mais en même temps un peu différente, qui est la question de la diversité, notamment de l'introduction de la diversité en entreprise. À côté de moi, de l'autre côté, il y a Sandrine Lévesque, qui a travaillé également sur la parité en politique, qui travaille plus généralement sur les femmes en politique et la manière dont l'entrée des femmes a transformé, ou non d'ailleurs, la politique, et puis qui termine aujourd'hui un travail sur les journalistes féministes. Pour ma part, je suis la modératrice, je m'appelle Frédérique Matonti, j'ai aussi travaillé sur les questions de genre, et j'essaye de terminer je termine un ouvrage sur les représentations genrées, donc en plein dans la question qui nous occupe, des hommes et des femmes en politique. Donc la première question est évidemment une question simple. Comme vous savez, on a parlé beaucoup dans la presse de théorie du genre. Les adversaires de ces questions ont beaucoup parlé de théorie du genre. Ils ont beaucoup dit que c'était une invention américaine. Et donc la première question que je vais poser aux deux intervenantes, c'est est-ce que ça existe, la théorie du genre? Est-ce que c'est une invention américaine? Peut-être Laure. Ok, donc bonsoir tout le monde. Alors, la théorie du genre, non. La théorie du genre n'existe pas. En tout cas, les spécialistes des recherches sur le genre refusent de reprendre pour la plupart à leur compte cette catégorie, ce terme, qui a en fait été inventé par les adversaires des études sur le genre, un terme qui a été inventé pour discréditer un champ de recherche sur le genre. Il faut savoir que le terme théorie du genre a été forgé par des intellectuels proches du Vatican au début des années 2000, et que ce terme théorie du genre avait pour objectif de considérer ces études comme une doctrine orientée vers des fins politiques déterminées, comme un corpus homogène idéologiquement et au service d'une certaine fin politique. Bien évidemment, il y a des liens très forts entre les savoirs sur le genre et la politique, on y reviendra, mais on ne peut en aucun cas désigner ces savoirs qui sont des savoirs scientifiques, empiriquement testés et éprouvés, et qui sont d'une très grande variété, d'une très grande hétérogénéité. On ne peut pas les qualifier avec ce terme de théorie du genre. Donc la première chose, enfin en tout cas on pourrait le soumettre au débat, c'est qu'il me paraît très important de refuser cette catégorie qui a été créée par les adversaires de ces recherches sans les connaître. Et alors, je relance ma question, est-ce que c'est une invention américaine? Pourquoi on a tendance à dire que le genre c'est une invention américaine, ce qui amène évidemment à définir tout de suite ce qu'on entend par genre? Oui, alors ça, je pense que c'est aussi une stratégie pour discréditer ces études. Ça, on a beaucoup entendu, d'ailleurs, il y a quelques années, on entendait en parler de la théorie du gender. D'ailleurs, c'est toujours le cas, les comités de vigilance anti-gender. C'est une manière d'américaniser ces savoirs et ces connaissances, de les rendre non françaises et donc incompatibles avec la culture politique nationale. Alors, il est vrai que le concept de genre, et la traduction de l'anglais gender, et qu'effectivement ce terme-là est en quelque sorte une importation américaine. En revanche, ce qu'il désigne plus largement, c'est-à-dire l'ensemble des recherches qui prennent pour objet la construction sociale des différences hiérarchisées entre les sexes, alors, si on considère que les études sur le genre c'est ça, alors ces études elles préexistent très largement à l'importation du terme gender, l'importation du terme genre dans le monde francophone, et ce sont des recherches qui se sont développées depuis les années 70 principalement, dans le sillage ou à proximité des mouvements féministes de la deuxième vague, qui se sont ensuite autonomisés et institutionnalisés dans le monde académique français. Alors, deuxième question, très importante aussi pour... comment on pourrait essayer de définir le genre, et en particulier, comment on oppose parfois traditionnellement sexe et genre,
Donc, comment on pourrait faire cette définition, cette opposition entre ce qui relèverait du biologique et ce qui relèverait d'autres choses, qui serait le genre? Alors là, évidemment, c'est une question, il n'y a pas de réponse unique à cette question de la définition du genre, même si on peut estimer qu'il y a quand même, dans la plupart des recherches qui portent sur le genre, un certain nombre d'éléments communs qui permettent de définir ce concept. Donc, par exemple, dans le manuel qu'on a écrit avec Sébastien Chauvin, Alexandre Jaunet et Anne Revillard, donc ça s'appelle « Introduction aux études sur le genre », on a mis en évidence un certain nombre de piliers qui nous paraissent très importants dans la construction de ce concept de genre. Et en tout cas, deux des piliers les plus importants, dont je vais parler juste ici, pour ne pas être trop longue, le premier, c'est celui de la construction sociale de la différence des sexes. C'est-à-dire que les études sur le genre ont pour point commun de partir d'une perspective anti-essentialiste, c'est-à-dire de considérer que les rôles féminins, masculins, les valeurs, les préférences, les aspirations sont des produits de la société par des mécanismes bien connus des sociologues, notamment la socialisation de genre. Et donc ça, c'est une première chose qui réunit contre l'idée qu'il existerait un éternel féminin et une immanence féminine. Deuxième pilier des études sur le genre et des concepts de genre, c'est l'idée d'un rapport de pouvoir entre les sexes. C'est-à-dire que non seulement les différences entre les sexes sont socialement construites, mais en plus, les sexes sont construits de manière inégale, de manière hiérarchique. Il existe un rapport de pouvoir qui, dans la plupart des sociétés, est à la fois symboliquement et matériellement à la faveur des hommes et du masculin. Donc voilà pour les grands piliers de... Non, simplement aussi pour revenir sur la question de la théorie du genre. Souvent c'est quelque chose qu'on emploie pour la disqualifier, comme l'a dit Laure, c'est quelque chose qui est très disqualifiant. La théorie du genre, ça n'existe pas parce que bien évidemment ces questions, elles traversent l'ensemble des sciences sociales, elles ont été étudiées en histoire, elles ont été étudiées en sciences politiques, en sociologie, et aujourd'hui elles traversent beaucoup de champs disciplinaires et beaucoup d'espaces académiques. Donc ça, c'est vrai que c'est un moyen de rassembler des choses qui, finalement, pour les disqualifier, sont très éclatées du point de vue académique. Ça, c'est vraiment important. Et puis sur la question des États-Unis, c'est vrai que Laure a dit que bien évidemment c'était aussi quelque chose qui permettait de disqualifier là aussi ce type d'approche, le gender, écrit parfois gender, pas gender, mais D-J-E-N-D-E-R. C'est aussi un moyen de le disqualifier venant des États-Unis, où on va considérer finalement que ce qui vient des États-Unis, c'est le multiculturalisme, etc., contre cette espèce d'universalisme à la française qui, en principe, abolit les différences et permet l'égalité au mérite. Donc c'est vrai que c'est un moyen aussi de disqualifier ces approches et ces théories. Alors que finalement, si on y réfléchit bien, il y a aussi des origines françaises à cette question. On peut penser à Simone de Beauvoir et on ne naît pas femme, on le devient. C'est finalement quelque chose qui est très proche de cette approche de la définition que Laure a rappelée autour de cette question du socialement construit, de la différence des sexes socialement construit, qui est une partie de la définition du genre, même si il y a aussi toutes les dimensions autour des questions de domination et d'hierarchisation. Mais voilà, c'est aussi une origine qui n'est pas simplement une origine américaine, et on pourrait chercher dans des travaux français des choses autour de cette question. Alors précisément dans Simone de Beauvoir, il y a l'idée que Simone de Beauvoir oppose dans le deuxième sexe la femme qu'on devient et la femelle, donc la femelle biologique. Et donc ça renvoie à une question sur laquelle il faut bien sûr toujours se pencher, qui est la différence, ou plus exactement, est-ce que parler de genre, c'est nier la différence biologique? Qu'est-ce que les biologistes disent de cette question?
Et est-ce que parler de genre, ça serait dire qu'on serait en général du côté de l'indifférenciation sexuelle? Alors effectivement, c'est une question tout à fait récurrente, tout à fait légitime. Alors je répondrai en deux temps. Le premier, c'est que d'abord, c'est pas parce que les choses sont construites socialement qu'elles sont éphémères et fragiles. Il y a des choses qui sont construites socialement et qui sont extrêmement solides et qui se reproduisent. Donc grosso modo, c'est pas parce qu'on explique que le genre est socialement construit qu'il va s'effondrer du jour au lendemain et qu'on va pouvoir changer de genre comme de chemise ou en tout cas choisir son genre, que tout le monde va d'un coup pouvoir s'émanciper des normes de genre. Au contraire, ce que montrent les sociologues et les historiens, c'est que ces normes de genre, elles ont une très forte puissance et une grande solidité. Et la deuxième partie de la réponse, c'est que, effectivement, les spécialistes du genre ne disent pas qu'il n'y a pas des différences biologiques, physiologiques. Évidemment, il y a des corps, il y a des différences physiologiques, mais ce que montrent les spécialistes du genre, c'est que la nature ne se donne jamais à voir de manière abrupte, et que cette nature, elle est toujours décodée, filtrée, par ce qu'on pourrait considérer comme des lunettes de genre. C'est-à-dire qu'ils nous font voir les différences physiologiques sous une certaine lumière et qui nous font voir des choses comme la dichotomie absolue, par exemple, qui ne sont pas a priori, qui n'existent pas sans être signifiées par le social. Un exemple qu'on donne souvent et qui, à mon avis, est assez pédagogique, c'est de dire, vous savez bien que les races n'existent pas, et pour autant, vous voyez bien que les corps des uns et des autres sont différents du point de vue de la carnation, de la forme du visage, du point de vue de des cheveux, de la texture des cheveux. Donc, on voit bien qu'il y a des différences physiologiques entre les êtres humains. Pour autant, personne ne soutient aujourd'hui, dans les milieux progressistes et informés, qu'il existe des races, c'est-à-dire des groupes raciaux biologiquement distincts les uns des autres, qui seraient les déterminants de certains comportements, de certaines manières de faire, d'être dans ce monde. Alors Laure, si on rebondit sur ce que tu viens de dire, précisément ce qui est intéressant dans l'exemple que vient de prendre Laure, c'est de dire que le biologique vient servir a posteriori de fondement à des rapports sociaux. Je vais prendre un exemple simple. Il y a un certain nombre de femmes qui sont des anthropologues, puisque c'est en général les anthropologues femmes qui ont commencé à travailler sur ces questions, qui ont pu montrer que si on regarde ce qu'on appelle les sociétés traditionnelles, c'est d'abord un rapport de hiérarchie entre les hommes et les femmes qui existe, et que ce rapport de hiérarchie, parce qu'il faut bien lui trouver un fondement, on va aller chercher une explication du côté du biologique. Autrement dit, on va dire c'est parce que les femmes sont dans des positions, font des enfants, etc., qu'elles sont dans une position qui doit être dans une position d'obéissance et de consentement. Autrement dit, ces femmes anthropologues, elles ont inverser le raisonnement. Au lieu de partir du biologique, elles ont montré que ce qui était premier, c'était le rapport social. Et c'est ensuite, sur ce rapport social, qu'on a construit une justification a posteriori, qui est une justification biologique. Donc vous voyez, c'est différent que de dire ce que disent les adversaires de la supposée théorie du genre. C'est différent de dire que, bien entendu, il y aurait une négation de la différence biologique. C'est pas du tout ça que dit la théorie sur le genre, que disent les études de genre. C'est au contraire qu'il faut inverser le point de vue. Alors, ça m'amène à des questions que je vais poser aux unes et aux autres. C'est justement le genre, dès qu'on commence à parler d'études de genre, qu'est-ce qu'on voit qu'on ne voyait pas sans utiliser ces notions, sans utiliser ces études. Mais, non, je voulais juste ajouter sur la question du biologique. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'effectivement, les différences biologiques sont socialement construites à différents moments donnés du temps. Et par exemple, un livre comme le livre d'Anaïs Boyon sur les tests de féminité qui sont réalisés par le CIO, on voit bien que finalement, on ne sait pas trop ce qu'on doit prendre en compte et les biologistes ne sont pas forcément tous d'accord sur comment on détermine le sexe biologique. Donc, il va y avoir différents moments
donner du temps, où en fait les tests biologiques de féminité, hein, et on l'a vu avec des affaires récentes, vont être aussi incertains, et où on va construire la féminité, construire la masculinité de différentes manières. Et c'est vrai que historiquement, finalement, le sexe biologique des gens va être aussi construit. Et puis l'autre exemple, c'est l'exemple des hermaphrodites, hein, où sur la question des réassignations de genre, où on va en fait prendre des choses qui sont de l'ordre du construit social, c'est-à-dire que face à des enfants dont on ne détermine pas le sexe, eh bien on va prendre des critères qui sont des critères sociaux, par exemple la possibilité de faire pipi debout, ou la possibilité d'avoir un sexe masculin socialement acceptable. Et ces réassignations de genre, eh bien, elles vont être construites à partir finalement de critères qui sont des critères sociaux et pas des critères biologiques, puisqu'on va attribuer un sexe féminin ou un sexe masculin à telle ou telle personne en fonction de ce préalable socialement construit. Je vais reposer ma question, je vais la poser à partir d'un... Non, c'est pas grave. Je vais la poser à partir évidemment d'une illustration très récente qui ont été toutes les controverses autour, vous n'avez pas pu y échapper, sur les ABCD de l'égalité. Hein. Ces ABCD de l'égalité qui étaient censés lutter précisément contre les stéréotypes de genre. Donc, ma question à toutes les deux, ça va être, qu'est-ce que c'est qu'un stéréotype de genre? Qu'est-ce qu'on voit quand on utilise le genre dans l'éducation des petits garçons et des petites filles? À quoi ça sert, en quelque sorte? Donc effectivement, un des grands apports des études sur le genre a été de se pencher sur les mécanismes de socialisation de genre, c'est-à-dire d'appropriation, d'apprentissage des normes de genre par les individus des deux sexes, et notamment de se pencher sur ces mécanismes lors de la socialisation dite primaire, c'est-à-dire pendant l'enfance, soit dans le cadre de la famille, soit dans le cadre soit à l'école par exemple. Et donc, ce qu'ont montré ces études, c'est qu'effectivement, un certain nombre de mécanismes sociaux font en sorte que dans la famille, dans les loisirs ou à l'école, les petites filles s'alignent sur des représentations conformes au destin féminin légitime, et que les petits garçons sont exposés, eux, à des représentations de leur métier, de leur devenir, qui sont, eux, conformes à la définition dominante de la masculinité. Donc ça peut être par exemple les jouets qu'on distribue aux garçons et aux filles. C'est assez parlant, c'est un exemple assez parlant pour tout le monde. On sait qu'à chaque fois au mois de décembre, lorsqu'on reçoit les catalogues de jouets, on ne peut qu'être stupéfait de voir à quel point très tôt, très jeune, les enfants n'ont accès qu'à une partie de l'univers du jeu et des jouets qui est extrêmement sexué. Ce que je voulais dire sur la socialisation de genre, c'est qu'il y a une petite asymétrie dans l'enfance. C'est qu'il est plus acceptable pour une petite fille d'emprunter les rôles masculins, dans une certaine mesure et jusqu'à un certain point, que pour un petit garçon de dévier des rôles masculins et d'emprunter des comportements, des goûts ou des valeurs à l'espace féminin. Pourquoi cette asymétrie? Dans les deux cas, il y a une transgression du rôle de genre qui est coûteuse. Mais dans le cas des petits garçons qui, par exemple, veulent se déguiser en fée ou faire de la danse, par exemple, il y a aussi une chute sociale qui est liée à la hiérarchie entre le masculin et le féminin. Donc en quelque sorte, pour les petits garçons, il y a une double chute. La première qui est liée à la déviation de genre, et la deuxième qui est liée au passage du masculin plus valorisé au féminin plus dévalorisé. Oui, et je vais continuer. Il faudrait ajouter que effectivement cette socialisation, elle se poursuit tout au long finalement de la vie. Elle a des effets ensuite sur le choix des études, sur le choix des loisirs, avec des rappels à l'ordre qui sont des rappels à l'ordre constants, des rôles justement sexués et marqués. Pour ce qui est par exemple de la politique et du sentiment de compétence politique, qui est le sujet que moi je connais, on se rend compte par exemple que les femmes se déclarent beaucoup moins compétentes politiquement, hein, à diplôme égal que les garçons. Pourquoi? Parce que la socialisation, hein,
tout cas l'hypothèse que l'on peut faire, hein, c'est que la socialisation a fait que les femmes finalement et les petites filles ne s'occupent pas des choses qui se trouvent à l'extérieur, mais plutôt des choses qui se trouvent dans le domestique. Et du coup, ce sentiment de compétence politique, y compris à diplôme égal, hein, lorsqu'on interroge dans des enquêtes, par exemple, des sondages sortis des urnes, hein, qui valent ce qui valent, mais en tout cas, eh bien, on a toujours, à diplôme égal, alors que le diplôme reste la valeur, enfin, l'élément le plus important dans la détermination de la compétence politique, du sentiment de compétence politique, les femmes ont un sentiment de compétence politique beaucoup moins important. Et ça, c'est vraiment le produit de la socialisation. Mais les produits de la socialisation, il y en a beaucoup. Alors justement, il y en a beaucoup. Il y a notamment la façon dont le genre joue sur les choix de carrière à l'école, enfin sur les choix de filière à l'école. C'est-à-dire les filles vont plus spontanément choisir les filières littéraires, par exemple, et moins spontanément choisir les filières scientifiques, alors que pourtant elles sont meilleures à l'école. Et donc elles vont se retrouver plus facilement entraînées dans des études qui amènent à des métiers qui sont moins valorisés, moins rentables. Donc voilà, ça se rejoue à différents moments. Et ça veut dire aussi que les parents peuvent aussi les entraîner en pensant que faire un métier féminin, avec plein de guillemets, pour une fille, c'est bien. Alors les métiers féminins, on sait ce que c'est. C'est infirmière, professeur, tous les métiers où il s'agit de s'occuper de l'éducation des autres, du corps des autres, du soin des autres, comme on dit assez aisément. Donc ça se rejoue, ceux qui commencent à l'enfance avec des choses anodines comme les jouets, on a tous acheté à des petites filles des poupées Barbie et avec des vêtements très roses dans les poupées Barbie, et bien tout ceci fait que tous ces choix s'enchaînent et entraînent un certain nombre de comportements. Alors ça m'amène peut-être à un dernier type de question autour de la profession politique. Qu'est-ce que, quand on commence à regarder l'univers politique avec les lunettes du genre, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce que ça a comme effet sur l'univers politique? La première chose, on pourrait dire, je ne sais pas si vous avez été sensible à l'actualité hier, c'était la réunion des ministres autour de François Hollande, la réunion de crise autour des ministres, autour de François Hollande. Il y avait le ministre du budget, il y avait le ministre des Affaires européennes, le ministre des Affaires étrangères et le porte-parole. C'était extraordinaire parce qu'il n'y avait que des hommes. Alors la manière dont on peut évidemment l'analyser, c'est de dire simplement, on a là l'effet des répartitions des portefeuilles politiques, c'est-à-dire que spontanément, alors évidemment derrière le spontanément il y a beaucoup de choses sociales, spontanément un certain nombre de domaines d'intervention politique sont plutôt attribués aux hommes qu'aux femmes. Et spontanément, les femmes prennent plutôt des portefeuilles féminins avec plein de guillemets, la santé, l'éducation, etc., les affaires sociales, la petite enfance dans les mairies, c'est extrêmement sensible, que des portefeuilles plus masculins, l'armée, la défense, l'intérieur, etc. Donc peut-être vous avez des choses là-dessus à ajouter, parce que c'est l'une et l'autre vos domaines de compétences. Alors c'est vrai que quand on parle de femmes et politique, il y a plusieurs manières d'aborder la question. J'ai un peu évoqué la question de la compétence politique, de la participation. Donc il y a ce qu'on appelle un gender gap. Donc ça c'est une première question autour du comportement politique des femmes et des hommes, et de la différence justement. C'est ça qui est intéressant, c'est que travailler sur la question, travailler au prisme du genre sur la question politique, c'est aussi voir la différence de comportement entre les hommes et les femmes, et pas simplement de se contenter d'une histoire des femmes ou d'une analyse du vote des femmes. Ce qui est intéressant, c'est la différence justement. Donc effectivement, il y a tout un tas de travaux sur ce qu'on appelle le gender gap, puisqu'on a constaté qu'au moment où les femmes, quand même la France a une spécificité, c'est le pays dans lequel il y a la plus grande différence entre le suffrage universel masculin et le suffrage universel féminin, et au moment où les femmes ont commencé à voter, il y avait deux choses qui étaient très, très importantes, et qu'elles participaient beaucoup moins à la vie politique et qu'elles votaient beaucoup plus à droite.
Alors, c'est d'ailleurs pour ça que les Républicains avaient refusé, finalement, que les femmes aient le droit de vote. Pendant très longtemps, même à gauche, on s'oppose au droit de vote des femmes en disant les femmes sont sous l'influence du curé, et donc il ne faut surtout pas qu'elles votent. Parce que, donc De Gaulle, qui était malin, on peut dire ça aussi, voyant que le Parti communiste était un petit peu dans l'ombre, caché dans l'ombre, à la Libération, on pourrait dire quasiment qu'il a accordé ce droit de vote des femmes pour compenser. Et c'est vrai que ça a bien marché. Les femmes votaient effectivement beaucoup moins, et quand elles votaient, voilà. Alors, bon, aujourd'hui, on n'est plus du tout dans ce... Alors, c'est parce que je me dis que sinon je fais 1h30 et donc ça va pas aller. Alors, ce qu'on constate aujourd'hui, je vais essayer de l'expliquer en venant, c'est quoi aujourd'hui? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec finalement, et en dépit de cette idée sur la compétence politique, aujourd'hui, lorsque les femmes ont commencé à travailler, lorsque les femmes ont été plus diplômées, on constate que finalement, elles ont un comportement politique qui rattrape à partir de 81, qui rattrape le comportement politique des hommes. Elles participent davantage et elles votent beaucoup plus à gauche. En fait, pendant un moment, elles ne votaient pas du tout. Par exemple, le seul gender gap qui existait encore, c'était le vote Front National. C'est-à-dire que les femmes ne votaient pas Front National. Alors, je n'ai pas osé regarder parce que je suis un peu dégoûtée là. Je n'ai pas osé regarder les derniers sondages sortis des urnes, là, ce qui se passait, mais voilà, si seul, Donna Meyer dit, si seules les femmes avaient voté en 2002, Le Pen n'aurait pas été au second tour. Donc voilà, il y a ce maintien de gender gap, mais sinon il y a des comportements qui sont aujourd'hui équivalents, dû notamment au fait que les femmes sont davantage insérées dans la société, davantage diplômées, etc. Donc ça, c'est le premier élément sur le vote. Ensuite, il y a le second élément qui nous intéresse, et alors on va peut-être en parler davantage, c'est la question de la parité et des femmes qui sont professionnelles de la politique. C'est-à-dire qu'en France, on a adopté, mais peut-être je vais te laisser parler Laure, une solution inédite, qui est la loi sur la parité, et on va voir quels effets elle a. Alors moi, je pourrais revenir sur l'effet qu'elle a, je dis c'est une révolution conservatrice parfois. Donc j'expliquerai pourquoi, mais je vais peut-être laisser la parole à Laure. Je pense que tu as déjà dit la plupart des choses intéressantes sur la sphère politique. Peut-être que je peux compléter en prenant un exemple dans un autre champ, c'est celui du travail, en fait, la sphère professionnelle, en essayant peut-être d'expliquer ce que le regard du genre permet, en quoi le regard du genre permet de comprendre l'inégal accès des hommes et des femmes aux fonctions de direction, aux fonctions de pouvoir dans le monde des entreprises ou des administrations, ce qu'il est couramment convenu d'appeler le plafond de verre, une métaphore qui décrit la déperdition progressive du nombre de femmes à mesure qu'on s'élève dans les organisations. Ce que les études de genre nous permettent de voir, c'est qu'il y a un certain nombre de normes, explicites ou implicites, qui structurent la vie de ces organisations et qui favorisent plutôt les hommes et qui défavorisent les femmes. Ce qui est intéressant, c'est que ces normes et ces règles, elles sont a priori neutres. Elles ne se donnent pas a priori comme des normes ou des critères sexués. Je prends par exemple, qu'est-ce que c'est qu'un bon manager ? Un bon dirigeant, c'est quelqu'un de dynamique, charismatique, qui a le goût du risque, qui est ambitieux, qui est rationnel, qui a peut-être un parcours d'ingénieur. Et donc là, je suis en train de décrire des qualités qui ne se disent pas spécifiquement au masculin, mais qui sont en fait, dans notre société actuelle, étroitement associées au masculin. Et il est bien évident que dans une société où on définit ainsi les critères de la réussite sociale et ainsi la figure du bon manager, il est bien évident que les femmes vont avoir plus de mal à incarner cette figure du bon dirigeant. Parce que quand bien même des femmes pourraient être ambitieuses, individualistes, ayant le goût du risque, etc., elles ne pourraient jamais, si vous voulez, incarner le bon dirigeant parce qu'elles seraient toujours ramenées à leur sexe et à cette dissonance entre leur identité de genre et ces qualités qu'on se doit d'avoir quand on dirige. Une autre norme implicite qui régit les organisations de travail, c'est celle, par exemple, du dévouement intégral et illimité, des heures de travail très longues et très rigides, l'injonction à la mobilité géographique, par exemple, qui est nécessaire quand on veut faire une carrière, enfin devenir en tout cas dirigeant d'une administration ou d'une entreprise. Autant de normes qui font comme si le travailleur était entièrement dégagé de ses obligations domestiques et qui font en fait comme si le travailleur avait une épouse à la maison pour prendre en charge tout ce travail dont il doit s'abstraire.
pour réussir. Donc on a cette figure du travailleur et des normes professionnelles qui sont a priori neutres et qui en fait ont été calquées sur un modèle masculin. Bon, on va laisser la parole maintenant à... Oui. On passe les micros, j'imagine. Je voudrais pas être le premier homme qui prend la parole. Non, vous n'avez pas parlé de la langue. J'ai été peut-être je suis arrivé de la langue, le français, de la façon de s'exprimer. Or, il me semble là qu'il y a aujourd'hui quand même un enjeu énorme autour de la langue, beaucoup plus important qu'on peut imaginer. C'est-à-dire qu'il y a autour de la langue, je discutais avec ma petite fille et je lui disais professeur en parlant d'une femme professeur, elle m'a dit c'est moche. Je lui dis c'est pas moche, je lui dis c'est parce qu'on t'a pas appris que c'était un mot. Et elle, cette petite fille avec un père qui essaye de genrer, je me battais contre l'école. Mais je crois que là, il y a quand même un enjeu qui est vraiment extrêmement important, peut-être plus important que d'autres, parce que la langue, c'est après tout justement un de ces outils de construction de la réalité. Bonjour. Moi, j'ai 3 petites questions assez naïves, parce que je connais assez mal les études de genre. La première, c'était par rapport à ce que vous disiez au tout début, Frédéric Matonti, sur le lien avec la biologie. Et moi, en fait, j'ai un cursus biologique au départ, donc j'ai un cursus de bio. Et cette question, en fait, qui revient un peu tout le temps quand on s'intéresse au lien entre biologie et politique, c'est la question de l'inné et de l'acquis. Et par exemple, j'ai vu une conférence il y a quelques années à Bordeaux d'un chercheur plus ou moins en sciences sociales, mais qui faisait aussi la génétique, et qui prouvait qu'il y avait des différences au niveau du cerveau chez les petits bébés, hommes et femmes, etc. Et finalement, à mon sens, c'est toujours un peu la question de l'œuf ou de la poule, quoi. Et en fait, ça n'a pas tellement d'importance. Est-ce que c'est l'inné ou est-ce que c'est de l'acquis, à mon sens, parce que depuis le départ, les hommes essaient de s'affranchir de la nature. C'est-à-dire que c'est plus du tout, à l'heure actuelle, les mêmes critères qui font qu'un homme dominant est un homme dominant qu'à l'époque des hommes de Cro-Magnon. À la préhistoire, un homme dominant, c'est un homme costaud. À l'heure actuelle, je ne pense pas qu'on puisse dire que les hommes dominants sont tous des hommes costauds. Donc finalement, que ce soit au niveau des études de genre ou pas, est-ce que cette question du rapport biologique est vraiment pertinent dans les études de genre, ou est-ce qu'on ne devrait pas s'en détacher dès le départ en disant, de toute façon, quand on étudie les sociétés d'aujourd'hui, s'intéresser à la biologie, c'est pas quelque chose qui est pertinent. Ma deuxième question, c'était par rapport à l'asymétrie qu'il y a dans le fait que dès l'enfance, une fille ait des comportements un peu masculins, on va l'encourager et dire c'est bien, elle a du caractère, etc. Et un petit garçon qui va avoir des attitudes féminines va être tout de suite réprimé. Par rapport à ça, je me demandais si on ne pouvait pas parler d'échec de la lutte féministe au cours du XXe siècle, parce que les féministes ont passé leur temps à vouloir se faire passer pour des hommes et donc valoriser l'homme en tant qu'homme plutôt que de valoriser les comportements féminins. Et donc je me demandais si ça c'était pas un peu une erreur du mouvement féministe d'avoir passé son temps à dire les femmes sont l'égale de l'homme plutôt que d'avoir dit les femmes c'est bien aussi. Et puis la dernière chose c'était par rapport aux femmes en politique. Vous avez parlé de Ségolène Royal et de Martine Aubry un peu comme marquant deux stéréotypes de la femme en politique. Et je voudrais avoir votre opinion sur Marine Le Pen, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que le FN n'aurait jamais pu arriver là où il était si ça n'avait pas été porté par une femme. Et en même temps, donner de la féminité à Marine Le Pen, c'est vraiment très très fort. Merci. C'est vrai que Simone de Beauvoir disait on ne naît pas femme, on devient, elle ne disait pas on ne naît pas homme, on devient. Et elle prenait l'homme comme un modèle à atteindre pour une femme. Mais il semble quand même que les choses maintenant se sont partagées autrement. Mais malgré tout, c'est vrai que la question de la société actuelle, c'est de savoir si que les hommes soient féministes aussi comme des femmes féministes. La question se pose de savoir est-ce qu'on fait un autre monde ensemble ou bien est-ce que la femme c'est de devenir un homme comme un autre, c'est-à-dire d'avoir les mêmes valeurs, le même mordant, la même compétition et la même manière d'être. Et je crois que c'est vraiment le problème de fond. Ça accélère dans l'autre sens.
Alors, je vois qu'elles grattent toutes les deux, donc je vais répondre sur Marine Le Pen, puis après j'en passerai la parole. Il se trouve que, travaillant sur les représentations genrées des politiques, évidemment, on tombe toujours sur le cas Marine Le Pen. Donc je dirais ce qui est intéressant dans le cas de Marine Le Pen, c'est que, précisément, tout ce qui nuit aux autres femmes politiques lui rapporte. C'est-à-dire que les femmes politiques, on les rend trop féminines, trop masculines, trop ci, trop ça, et on les ramène toujours à leur vie de famille, à leur goût privé, à leur manière de s'habiller, etc. Le problème de Marine Le Pen, on sait, sa stratégie, c'est de se dédiaboliser. Et sa stratégie de dédiabolisation, ça consiste notamment à se démarquer de son père. Et donc, dès que, bien évidemment, on va la présenter comme, et comme elle va se présenter elle-même, comme une femme qui a divorcé plusieurs fois, qui a eu des problèmes avec ses différents maris, qui ne sait pas comment on fait, qui dit que c'est très compliqué la double journée quand on est une femme politique, quand on est une femme qui travaille en général, quand on va s'intéresser à ses vêtements, etc. Eh bien, alors que les autres, ça les rend mineurs, si j'ose dire, elle, ça la féminise. Et précisément, en la féminisant, ça la démarque de son père. Et donc, plus on la traite comme on traite les autres femmes politiques, et plus on participe à la dédiabolisation qu'elle recherche. De ce point de vue-là, les stéréotypes féminins sont un piège pour le commentaire, pour répondre à la question posée. Donc, je ne sais pas qui veut répondre. Moi, je pense qu'il ne faut pas lâcher la question de la biologie, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de représentations sociales et de stéréotypes sexuels qui sont transportés par certaines visions du biologique et par certaines visions de la frontière entre ce qui est inné et acquis, social ou biologique, naturel ou social. Et donc, par exemple, sur les cerveaux, enfin sur l'inégale taille et forme des cerveaux en moyenne entre les hommes et les femmes, surtout des tas d'études qui montrent que les différences sont bien plus importantes. Il y a une variété de tailles et de formes de cerveau beaucoup plus importante entre les individus que entre la moyenne des hommes et la moyenne des femmes. Et que par exemple, les cerveaux des pianistes ou des clarinettistes, ou je ne sais plus quel instrumentiste, ont des caractéristiques extrêmement spécifiques, ce qui montre bien que les différences physiologiques sont aussi construites par la société et par les comportements sociaux. Donc il me semble qu'un des enjeux des recherches sur le genre, c'est aussi de montrer comment la société va produire des corps. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de corps à l'origine. Ce que je veux dire, c'est que la société va... la socialisation de genre va produire en partie des corps différents et ensuite ces corps différents vont être pris comme des justifications a posteriori de la différence fondamentale et naturelle entre les sexes. Je veux juste aussi répondre très rapidement sur est-ce que les féministes ont perdu, c'était quoi la formulation, est-ce que c'est un échec de la lutte féministe que donc cet alignement sur les normes et les comportements masculins. Il me semble que les féministes ne sont pas alignées sur la norme masculine. Alors, évidemment, Simone de Beauvoir, on l'a beaucoup reproché effectivement de ne pas réfléchir plus avant à ce que c'est que la construction sociale des hommes. Mais il me semble que les féministes des années 70 et à leur suite, enfin, les générations d'après, ont beaucoup réfléchi à ça et que les mouvements féministes, par exemple, ont réfléchi à des formes alternatives de faire de la politique, par exemple. À des manières de faire de la politique, pas au nom d'une différence féminine, mais au nom d'un projet politique de déconstruction de ce qu'elles voyaient comme étant des normes patriarcales qui reproduisaient la domination masculine. Alors, donc ça, c'est les féministes, d'un côté. Par ailleurs, la plupart des femmes qui ont conquis des bastions masculins dans la seconde moitié du XXe siècle ont été obligées de s'aligner sur les normes masculines pour pénétrer dans ces nouveaux bastions qui étaient monopolisés par les hommes. D'abord la politique, mais aussi des professions prestigieuses, etc. Donc c'est difficile de faire peser cette responsabilité sur les épaules des femmes ou des féministes qui voilà, ont progressivement conquis de nouveaux territoires. Mais il me semble que c'est un peu injuste enfin en tout cas de faire un bilan d'échec politique du mouvement féministe de ce point de vue. Sur la langue, peut-être, hein, parce que tu as posé la question de... Alors effectivement, il y a eu une réforme il y a
maintenant une quinzaine d'années, 10-15 ans, sur la féminisation des noms de métiers, qui continue à susciter énormément de réticences. D'ailleurs, parfois la langue parle à notre place, hein, parce que là, on s'est aperçu a posteriori que nous avions tous regardé l'affiche sans voir qu'on avait mis modérateur au lieu de modératrice, alors que je suis la modératrice. Donc voilà. Alors après, je pense qu'effectivement, on est traversé par la langue. La langue, enfin, les philosophes disent que certains philosophes disent qu'elle philosophe d'elle-même, certaines langues philosophent d'elle-même. Et effectivement, je pense qu'une langue qui n'a pas, dans lequel le masculin l'emporte systématiquement sur le féminin dans les accords grammaticaux, ce qui est le cas de la langue française, ça a effectivement des effets qu'il n'est pas forcément facile de mesurer. Et je pense que même la phrase de dire le féminin l'emporte sur le masculin l'emporte sur le féminin dans les accords grammaticaux, ben, mine de rien, ça fait partie de ce qu'on appelait tout à l'heure la socialisation, c'est-à-dire que ça nous construit constamment. Et quand la petite fille donc de Bastien dit professeur Rose, c'est moche, eh bien c'est ça aussi qu'elle dit. Il faut bien voir que professeur Rose, c'est moche, ou un plein de noms comme maîtresse de conférence, c'est compliqué. Donc voilà, tout ceci fait qu'il y a une grande réticence à utiliser la loi, alors qu'en réalité c'est une contrainte. Hein, c'est-à-dire que de fait, on ne devrait pas utiliser les noms au masculin quand il existe des femmes qui portent la fonction. Je pense que je parle sous le contrôle de David Chauffe, mais il y a des études justement sur les questions des métiers dont on a parlé très récemment. Quand tu mets que des métiers masculins, masculinisés, et que tu demandes aux enfants s'ils sont susceptibles de se projeter dans un métier, eh bien les petites filles ne deviennent jamais pompiers et ne deviennent jamais professeurs, voilà. Et quand tu mets pompier / pompier, enfin eux, c'est au plus difficile, mais par contre quand tu mets ambassadeur ou ambassadrice, pompier, pompière, eh bien les petites filles se projettent davantage dans ce type de métier. Donc c'est vrai que c'est important de... Voilà. Et je pense que les ABCD, je ne vais pas travailler du tout dessus, hein, sur les ABCD de l'égalité, mais je pense que ça a ce but-là, c'est-à-dire la possibilité, enfin donner doucement, parce que ce que fait une socialisation, c'est long, c'est dur, et même nous, on est des filles, et parfois, on se tait dans les réunions du département de sciences politiques. Et parce que les garçons parlent plus fort, et que malgré tout ça nous énerve, mais finalement voilà. Et pas tout le temps je sais. mais voilà, c'est très fort, mais je pense que petit à petit, maintenant, ça nous énerve tous. Voilà. Et que les petites filles, si elles voient qu'on peut être maîtresse de conférence, ambassadrice, présidente de la République et pompière, eh bien je pense que voilà, ça a des effets petit à petit, et c'est pas juste du politiquement correct, et là aussi c'est un moyen encore. Quand je dis que je suis maîtresse de conférence, on me dit c'est quoi, je vais dire mais t'es politiquement correct, c'est aussi un moyen de me disqualifier, et je trouve que non, voilà, je le dis tout le temps. Pour que ma fille puisse être présidente de la République. Alors, y a-t-il d'autres questions ? J'aimerais avoir votre avis au regard de la configuration sociale et politique à venir, qui s'annonce assez dure en termes de violence des rapports sociaux. Alors, on a vu effectivement qu'aux États-Unis, Obama a remporté les élections parce que beaucoup de femmes les ont pour lui, et notamment des républicaines. Alors, est-ce que c'est un impact des études de genre, ou est-ce que c'est en relation avec les positions de pères républicains qui ont eu des positions extrêmement sexistes, notamment sur le viol, etc., qui ont fait que les républicaines ont voté pour Obama? Et en France, pensez-vous qu'effectivement il puisse y avoir un impact de cette réminiscence des études de genre, et voilà, comment on agit là par rapport à la violence accrue des rapports sociaux?
les études de genre qui s'appelaient avant, études sur la société de sexe, ou féministes, qui continuent à s'appeler comme ça, elles ont pour caractéristique d'être très liées à des mouvements politiques. Et donc ça, on l'a peut-être pas assez souligné, mais c'est vrai que c'est un champ scientifique qui s'est structuré, mais toujours en dialogue, même aujourd'hui où c'est beaucoup institutionnalisé, toujours en dialogue avec des mouvements politiques. Et il me semble que du coup, ce dialogue permanent, cette espèce de dialectique entre savoir et politique, ça permet une certaine circulation quand même des représentations, des valeurs de l'égalité des sexes au-delà du cercle des spécialistes des études de genre. Et souvent, par exemple dans les années 90, fin des années 90, il y a une espèce de réminiscence des mouvements féministes qui ont été pour beaucoup dans une nouvelle vague de recherche sur le genre, qui elles-mêmes ont nourri en retour des mouvements féministes qui après agissent dans les partis politiques, dans le monde associatif, à l'échelle locale, nationale, pour changer, en tout cas, essayer de changer les choses. Donc voilà, il ne semble pas qu'on soit dans un champ qui soit dans une tour d'ivoire. Évidemment, c'est assez modeste sur le pouvoir des études sur le genre de changer les choses et l'ordre des choses, mais voilà, des lieux comme celui-ci, comme un café politique où on parle de genre, montrent que apparemment ça intéresse et ça peut peut-être permettre de diffuser tous ces savoirs au-delà d'un cercle étroit de spécialistes. J'ai une petite anecdote qui date d'hier soir. J'étais à un hommage à Édouard Glissant et il y avait Edgar Morin, Edwy Plenel, enfin bref. Et il y avait deux femmes qui devaient venir, deux femmes politiques, bon ok, elles avaient peut-être autre chose à faire, Madame Taubira et Madame Paul Langevin. Elles ne sont pas venues. Alors donc du coup il n'y avait que des hommes pour cet hommage. Moi je serais bien intervenue comme ça, c'était pas prévu. Parce qu'effectivement, ce qui n'est pas prévu, qui est peut-être un peu ce côté féminin, je crois, la dame disait, les femmes osent peut-être ce que les hommes n'osent pas. Disons, la part féminine en l'homme, parce que moi je crois que dans chaque homme il y a une femme, et dans chaque femme il y a un homme, et il y a aussi un enfant. Donc, pourquoi on n'ose pas il y a justement, par exemple, M. Plenel ne se faisait plus, alors j'aurais bien parlé 3 minutes à sa place, s'il me les avait données. Voilà, c'est tellement simple, c'était hier soir, pourquoi ne pas le faire quoi. Je voulais juste répondre sur les effets, sur les études de genre, mais juste... Maintenant, les femmes, elles votent plus. C'est féministe quand même. Oui, un peu plus, mais... Oui, un peu plus, mais juste, je voulais aussi dire qu'on était des enseignants, par exemple, le fait qu'aujourd'hui, dans les cursus universitaires, il y avait des choses sur les études, sur la sociologie du genre, des choses comme ça. Je pense que ça a des effets très concrets sur... voilà. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, le principal rempart contre le Front National et le vote, c'est visiblement le diplôme, si je peux bien comprendre. Plus on était diplômés, moins on votait Front National. Donc après, il faut voir sur le gender gap, parce qu'après c'est compliqué, est-ce qu'il y a une génération gender gap, est-ce que c'est finalement, après c'est isolé le facteur genre est souvent très compliqué par rapport au facteur diplôme, au facteur, c'est des facteurs très croisés et voilà, j'ai pas regardé sur les... J'ai pas regardé ce que... J'avais pas envie d'être politiste. Je crois que c'est ce que j'ai mis le soir des élections sur mon compte Facebook. Je dis pas envie d'être politiste, juste énervée. Voilà. Quand même, on peut peut-être répondre à la question. C'est pas parce qu'on dit que le genre, le genre c'est une construction sociale, etc. Ce qu'on essaye de dire aussi, c'est que les femmes, c'est pas forcément mieux, quoi. Donc, autrement dit, c'est pas parce qu'on est une femme qu'on va voter plus intelligemment qu'un homme, et qu'en particulier, il n'y a malheureusement pas de raison pour qu'une femme ne vote pas pour le Front National. On pourrait même dire qu'en termes de progression de l'égalité, c'est hélas un signe de la progression de l'égalité que des femmes votent pour le FN. Après, on peut dire autrement. Je pense que le fait que ce soit une femme, que Marine Le Pen soit une femme, déculpabilise d'un certain point de vue le vote d'un certain nombre de femmes. Et il y a aussi qu'on n'insiste jamais sur le contenu de son programme. Et je pense que si on insistait plus sur le contenu de son programme, et là c'est une réponse qui n'a pas de rapport avec les études de genre,
C'est-à-dire que si on montrait plus qu'elle continue à être hostile à l'avortement, par exemple, en expliquant qu'il faut lutter contre les avortements de confort, je ne sais pas ce que c'est qu'un avortement de confort, hein, mais bon. Bref, je pense que si on montrait plus son programme de ce point de vue, ce qu'elle pense du salaire maternel, ce que pensent les gens autour d'elle, etc., je pense que là, ça pourrait avoir des effets. Mais sinon, les études de genre, elles n'ont pas spécialement plus à dire, hélas, que le reste là-dessus. Alors, quant à la question des prises de parole, c'est toujours très frappant quand on interroge des femmes politiques, par exemple. Elles disent toutes qu'au moins en début de carrière, elles ont plus de difficultés à prendre la parole que les hommes. Et quand on fait des comptes, c'est-à-dire quand on mesure le temps de parole d'une femme par rapport au temps de parole d'un homme dans une réunion publique, le temps de parole des hommes est toujours supérieur au temps de parole des femmes. Alors, comment ça s'explique? Sans doute justement par des effets de socialisation. On montre aussi assez bien dans le domaine de la pédagogie que spontanément les enseignants donnent plus facilement la parole aux garçons. Enfin, il y a des tas de choses qui l'expliquent. Sur la question de la voix, c'est parce que souvent on dit les femmes n'ont pas de voix, mais ce qu'on constate dans les assemblées, c'est qu'il y a un brouhaha plus fort quand les femmes parlent dans les assemblées que quand les hommes parlent. Donc évidemment on dit qu'elles ont moins de voix, mais de toute manière c'est pas qu'elles ont moins de voix, c'est que les gens parlent au-dessus de ce qu'elles disent, donc évidemment on les entend moins bien. Mais c'est pas une question de voix, hein, c'est comme les cuisiniers. Enfin voilà pourquoi les cuisiniers sont des garçons, les chefs et pas des filles. Pendant longtemps, on a dit que c'était parce que les casseroles étaient trop lourdes. Aujourd'hui, les casseroles sont pas trop lourdes. Et il y a combien de femmes qui sont étoilées Michelin? J'ai une interrogation. C'est la question du genre au croisement d'autres problématiques comme le multiculturalisme, le racisme, entre autres. On parlait de femmes politiques. Christiane Taubira. On a tous un petit peu assisté à lynchage, enfin elle n'est pas forcément médiatique, hein, mais de la part d'une certaine frange de la population française. Ce que je voulais comprendre, c'est quoi le regard d'ensemble que vous portez aujourd'hui sur le croisement entre la question du genre et la question du multiculturalisme. Parce que, je le vois bien, on est tous très français ici, c'est pas très coloré. Et vous pensez bien que des femmes d'origine étrangère, il y en a énormément en France, et qui sont, d'une certaine façon, aussi concernées par cette question de genre, d'inégalité des rapports, qu'ils soient politiques ou qu'ils soient tout simplement domestiques. Comment aujourd'hui les études de genre abordent cette question-là, parce que j'ai très peu vu, hein, parce que je m'intéresse également au sujet, des réflexions là-dessus, et comment la France arrive à politiser la question et quels sont finalement effectivement les objectifs qui doivent être atteints par rapport à une question comme celle-là. Merci. Oui, alors ça c'est l'un des piliers du concept de genre dont je vais parler tout à l'heure, mais c'est effectivement le fait que le genre doit toujours être pensé comme imbriqué dans d'autres rapports de pouvoir. Il est à l'intersection d'autres rapports de pouvoir. On n'est jamais seulement femme ou homme, on est toujours de différentes caractéristiques sociales, mais surtout inscrit dans des rapports sociaux de pouvoir, qui soient des rapports sociaux de classe, de race, d'âge, de sexualité. Donc là, ça c'est une manière de penser le genre qui est due à un mouvement qui est né aux États-Unis dans les années 70, qui était le Black Feminism, porté par des théoriciennes militantes afro-américaines qui critiquaient la vision hégémonique du féminisme américain, qui était fondée sur les expériences des femmes blanches, hétérosexuelles, de classe moyenne. Et donc ces théories, pour le coup, elles ont migré avec une certaine difficulté en France. En France, assez tôt, on a pensé l'analogie entre les rapports sociaux de race et de classe et de genre, mais on a eu beaucoup plus de difficultés à penser le croisement et l'imbrication, et notamment des formes de racialisation de certaines femmes, et le fait qu'il pouvait y avoir des rapports de domination entre femmes, que les expériences du sexisme pouvaient énormément varier, et qu'il n'y avait pas a priori toujours un alignement d'intérêts au sein du groupe des femmes. Et donc ça, il y a plusieurs travaux qui ont montré que le mouvement féministe, comme tous les mouvements sociaux, c'est un mouvement dans lequel il y a des luttes pour définir
voulez, la bonne image des intérêts des femmes à défendre. Et de ce point de vue-là, on peut dire que le mouvement féministe français au cours des dernières années n'a pas donné forcément une image très ouverte à la réflexion sur l'intersection, sur l'imbrication des rapports de pouvoir. On l'a vu notamment lors des débats sur le voile. Donc c'est quand même, vous avez tout à fait raison de souligner ça. Je voulais juste ajouter une petite anecdote qui est que malheureusement, alors même que des groupes qui sont dans les rapports sociaux de pouvoir devraient s'allier et croiser leurs revendications, malheureusement en pratique, souvent ils sont dans des positions de concurrence parce que les ressources à distribuer à ces groupes sont rares. Et par exemple, au moment de la campagne pour la parité, un des arguments qui a été les plus payants pour faire passer la parité, ça a été de dire la différence entre les hommes et les femmes, elle est primordiale, elle est transversale à toute la société, elle n'a rien à voir avec les autres différences. Et par conséquent, il faut attribuer des avantages particuliers aux femmes, au nom de la différence des sexes, des avantages qu'on ne peut en aucun cas attribuer à d'autres groupes minorisés. D'accord ? Parce que ça serait le communautarisme, le système des quotas à l'américaine, etc. Donc là, il y a eu, au moment du débat sur la parité, un verrouillage, d'une certaine manière, mais qui en fait n'a pas été si solide que ça. Je dirais que le verrou, il a fini plus ou moins par sauter quand même, et que la parité a aussi été un moment de réflexion sur le sens, la définition de la représentation politique, et que des groupes minorisés, en fonction de leur origine, eh bien, ont pu s'emparer des outils promus par les féministes pour penser leur sous-représentation en politique. Ça a été très flagrant, par exemple, lors de la campagne municipale de 2008. Beaucoup moins cette année, pour ceux qui ont étudié la campagne municipale, on a vu cet enjeu-là de la diversité en politique, comme on dit de manière un peu pudique, a disparu de la campagne. Et je pense que si des études sont menées sur la représentation, sur la morphologie des représentants, on va voir que la diversité en politique a décliné entre les élections municipales de 2008 et les plus récentes. Je crois qu'on est arrivé à la fin. Donc, merci beaucoup. Bravo.